C'est une drogue que rien n'arrête. Elle m'a pris mes enfants, ma liberté, mes dents, ma beauté, ma vie sociale. On la connaît sous plusieurs noms. Crystal Meth, Ice, Tina, Crank. Mais sa véritable appellation est méthamphétamine. Il s'agit d'une drogue plus puissante et moins onéreuse que la cocaïne. Quand on en prend, les effets durent généralement entre 6 et 12 heures. Et on peut la fabriquer soi-même. Si vous savez faire des cookies, vous savez faire de la meth. Nous allons nous plonger dans l'univers de la méthamphétamine afin de mieux comprendre ce fléau qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Du Mexique aux États-Unis, en passant par un pays asiatique en pleine crise, nous verrons où elle frappe et qui elle frappe. Nous découvrirons les ravages qu'elle provoque sur le corps, le cerveau. Je suis parfaitement calme. Et l'âme. Nous allons entreprendre un voyage au cœur de ce que beaucoup appellent la drogue la plus dangereuse du monde. Par une froide nuit d'hiver, à Geneva, dans le Nebraska, une voiture de police contrôle une camionnette à qui il manque un feu arrière. À l'intérieur se trouve Janelle Hornickel, une étudiante de 20 ans, et son petit ami Michael Vamsley. Permis et papier du véhicule. Vous avez oublié votre clignotant tout à l'heure et vous avez un feu arrière cassé. En parlant avec eux, le policier trouve leur comportement un peu étrange. C'est par là, Omaha? C'est quoi la meilleure route? Il lui demande leur chemin. Vous allez vers le sud? Omaha est à l'est. Où est Pacific Street? Pacific Street? À Geneva? À Omaha. La rue qu'il cherche se trouve à Omaha, à 160 km de là. Une tempête de neige s'annonçant, le policier leur indique comment rejoindre la route principale et les laisse repartir. Il ignore que le couple est sous l'emprise de la drogue la plus consommée par les jeunes. Son nom? La méthamphétamine. Avant la fin de la nuit, ces jeunes gens seront à nouveau en difficulté. Et cette fois, ce sont eux qui appelleront la police. Aidez-moi! Ils nous ont coincés dans la forêt près de Mandalay Apartment sur Pacific Street. Pourquoi ils ne nous laissent pas partir? La méthamphétamine est un stimulant surpuissant. 3,5 fois plus fort que la cocaïne. C'est également une drogue bon marché. Une dose de méthamphétamine d'environ 250 mg ne coûte que 25 $. Elle peut être sniffée, avalée, fumée ou injectée directement dans les veines. Ses effets peuvent durer jusqu'à 12 heures. Rien d'étonnant donc à ce que sa consommation ait explosé ces 10 dernières années. Aux États-Unis, ce sont les États de l'Ouest qui ont été touchés les premiers et les plus violemment. À la différence de la plupart des autres drogues, la méthamphétamine a connu un véritable boom dans les petites villes rurales, qui ne sont généralement pas concernées par la consommation de stupéfiants. 12 millions d'Américains déclarent l'avoir essayé au moins une fois, et elle commence à faire son apparition dans les grandes villes de l'Est du pays. Cette substance ne connaît pas de frontières. Sa diffusion est planétaire et ne cesse de s'étendre. On estime qu'elle est consommée par 26 millions de personnes à travers le monde. Dans les clubs londoniens, c'est une drogue festive connue sous le nom de Tina. Les jeunes Sud-Africains en consomment une variante baptisée TIC. Quant à l'Australie, elle compte 70 000 adeptes. Dans l'ouest des États-Unis, ceux qui ont vu cette drogue s'installer depuis une quinzaine d'années savent qu'il ne s'agit pas d'une mode passagère. Elle a planté ses crocs dans la région et refuse de lâcher prise. Ce sont les accros à la meth qui commettent des délits dans le voisinage. Des objets de valeur? L'inspecteur Mike Kranz traque la méthamphétamine pour le compte de la police de Portland. Il y a 5 ou 6 ans, quand je travaillais dans la rue, on ne voyait pas autant de meth. Il n'y avait pas autant de gens accros.
ni autant de criminalité associée à ça. On n'est pas des criminels, on travaille. Je vous crois. Écartez les pieds. Son travail consiste à arrêter les véhicules et à contrôler leurs conducteurs à la recherche d'indices. C'est la voiture d'un de ses amis. Objets volés, seringues ou faux papiers. On estime que les utilisateurs de meth sont responsables de 85% des effractions et usurpations d'identité dans l'Oregon. C'est le principal facteur de criminalité. En parlant avec les gens, on s'aperçoit que ça touche tout le monde, de près ou de loin. Dans certaines prisons américaines, un détenu sur 4 était sous l'emprise de la méthamphétamine lors de son admission. Tu commences par perdre la tête. Tu te mets à raconter n'importe quoi, à voir des trucs, à entendre des trucs. Et plus tu en prends, plus ça empire. Tu perds le contrôle. On peut pas maîtriser cette drogue. Je suis clean seulement depuis le 6 de ce mois. L'agent Brett King fait partie de ceux qui ont assisté au déferlement de cette drogue. Il travaille pour le bureau du shérif du comté de Multnomah. Il est chargé d'examiner le casier des détenus ayant des antécédents d'usage de méthamphétamine. Ce qu'il a découvert l'a abasourdi. D'accord, merci. Dans mon métier, j'ai vu toutes sortes de drogues. Cocaïne, héroïne, LSD, PCP, marijuana, alcool. Mais je me suis particulièrement intéressé à la méthamphétamine à cause de son côté insidieux. Ça touche tout le monde. Et ça détruit tout. Tu as 27 ans et tu en prends depuis l'âge de 12 ans, donc depuis 15 ans. Ouais, j'ai 27 ans. Mais j'en fais 40. Brett King n'a jamais vu une drogue qui détruise à ce point ceux qui la consomment. Ses utilisateurs ressemblent à des morts-vivants. Il y a quelques personnes qui m'ont marqué et qui ont tout de suite attiré mon attention. Lui, ça a été le premier. Il a l'air d'un dur, le genre de type à qui on ne la fait pas. Il semble costaud et en bonne santé. Et puis on le voit sur la deuxième photo, il a l'air désespéré, totalement aux abois. En épluchant les casiers des consommateurs de méthamphétamine, il a découvert que leurs photographies illustraient à elles seules leur descente aux enfers. Rien qu'à leurs photos, on voit tout de suite qu'ils sont accros à la méthamphétamine. Ensuite, il suffit de creuser un peu pour vérifier. Mais c'est l'un des effets les plus visibles de cette drogue. Afin de mieux connaître cette drogue, Brett King a entrepris de filmer les détenus contrôlés positifs lors de leur incarcération. Je pourrais rentrer chez moi et boire une bière. Vous avez pris de la méthamphétamine hier? Non, c'était avant-hier. Je me sentais déprimé. Vous en avez pris 7 grammes, c'est ça? Oui. Bah, que vous n'avez pas dormi depuis quand? Depuis longtemps? Depuis 2 jours. Ces enregistrements montrent des personnes aux prises avec cette redoutable substance qui provoque surexcitation, paranoïa, délire et accès de violence. Je suis parfaitement calme. Grâce à ces vidéos et ces photos, King a mis sur pied un programme de sensibilisation baptisé « Les visages de la méthamphétamine ». Son but, empêcher cette drogue de briser des familles. Toutes ces personnes ont une famille, une vie. Ce sont des parents, des enfants, des frères, des sœurs. Ces gens et leurs problèmes sont bien réels. Et ils font partie de notre société. Brett King a vu de ses propres yeux la méthamphétamine détruire la vie d'un jeune homme promis à un bel avenir. Je suis allé à l'école avec lui, c'était un type bien. Depuis, il a fait 44 séjours en prison ici, sans parler d'ailleurs. L'homme en question s'appelle Kobe Campi et son histoire est édifiante. Au lycée, son avenir s'annonçait particulièrement prometteur. Mais la méthamphétamine l'a réduit à néant. J'étais sportif, j'avais un bon niveau, plein de potes, une belle voiture. Apprécié? Oui, j'étais apprécié.
C'est au lycée que Kobe commence à essayer différentes drogues, dont la cocaïne. Un jour, la personne auprès de qui il se fournit lui propose une autre substance. Une substance qui va changer sa vie à jamais. Elle avait du crystal meth. J'avais jamais entendu parler de ça. Le jeune homme en prend juste avant une épreuve d'athlétisme. Et ce qu'il ressent dépasse tout ce qu'il a connu jusque-là. C'est presque comme si on avait des pouvoirs surhumains. On a l'impression d'être différent, gonflé à bloc, plus performant. Comme si on avait gagné au loto et qu'on n'avait plus à travailler. On a une endurance à toute épreuve. La méthamphétamine produit son effet, augmentant son rythme cardiaque, sa confiance en lui et sa concentration. Après en avoir pris, la première épreuve, c'était le lancer du poids. Alors j'ai fait mon lancer et j'ai battu le record du lycée. Vous avez battu le record dès la première fois? Le record du lycée. Mais au fil du temps, Kobe devient de plus en plus accro et finit par tout abandonner. Seule la méthamphétamine compte désormais pour lui. Au lieu de devenir le champion ou l'homme d'affaires qu'il aurait pu être, il cumule plusieurs dizaines d'arrestations en 20 ans. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un fils comme ça, incarcéré à répétition? Au début, c'était un vrai cauchemar. Mais à la fin, quand il vivait dans la rue comme un zombie, c'était un soulagement de le savoir en prison. C'est un comble, non? On était heureux quand la police appelait pour nous dire qu'il était en prison. Oui, on savait où il était. Parce qu'on savait qu'il n'allait pas se faire tuer ni tuer quelqu'un. Kobe Kempi a pu arrêter la méthamphétamine sans en garder de séquelles physiques. D'autres consommateurs de cette drogue n'ont pas cette chance. Ils doivent vivre avec des dommages irréversibles qui vont bien au-delà des lésions cutanées. Brett King nous emmène dans une prison de Portland, dans l'Oregon, à la rencontre d'une détenue dont le corps et le cerveau ont subi les ravages de la méthamphétamine. Bien, mesdames, nous entrons dans cette salle avec une caméra. Si vous ne souhaitez pas être filmé, n'entrez pas dans le champ de la caméra. Vous avez arrêté depuis quand? Je suis clean depuis 7 mois. Vous en preniez depuis quand? Depuis toujours. C'est une drogue très puissante qui vous donne des ailes. Vous pouvez faire n'importe quoi sous meth. C'est presque magique. On se sent tout puissant, mais on vit dans une sorte de psychose. J'ai vécu dans la mienne pendant très longtemps, jusqu'à ce que je me regarde en face. Avant, j'étais jolie, mais plus maintenant. Pour moi, ça a été très vite. 5 ans de ma vie sont passés comme ça, en un clin d'œil. J'ai honte. Et je voudrais... Je sais pas. La méthamphétamine transforme physiquement ceux qui en prennent. Elle provoque des sensations de démangeaison qui poussent les drogués à se gratter jusqu'au sang. Et les dégâts ne s'arrêtent pas là. Julie connaît l'un des effets secondaires typiques de l'usage de la méthamphétamine. Elle perd ses dents. Je ne me ressemble plus. J'ai la mâchoire complètement déformée. Ça fait mal quand je la touche? Ok. Et celle-ci? Ces problèmes dentaires sont très répandus parmi les consommateurs de méthamphétamine. Comme il vous manque des dents au fond, vous mâchez beaucoup avec vos dents de devant. Or, elles ne sont pas faites pour ça. La bouche de Julie devrait ressembler à cela. Mais en réduisant la production de salive, la méthamphétamine favorise la détérioration des dents. Les drogués ne buvant généralement pas assez d'eau, les bactéries et les acides naturels s'accumulent dans la bouche, rongeant les gencives et les mailles dentaires. Julie a perdu 12 dents. Cette pathologie a également une autre cause.
Les toxicomanes ne se brossent pas souvent les dents et ne vont pas régulièrement chez le dentiste. Tout leur argent passe dans la drogue. Quand vous êtes accro, l'hygiène dentaire est le cadet de vos soucis. Oui, c'est la drogue ou le dentiste. Oui, c'est une question de priorité financière. Ils préfèrent la drogue à leurs dents. Oui. Au final, on perd tout. On se crame, comme on dit. Et on s'en rend même pas compte. C'est une vraie psychose. Si le pourrissement des dents peut mettre plusieurs années à se manifester, le cerveau, en revanche, réagit instantanément à chaque prise. Les premiers temps, les consommateurs se sentent euphoriques, pleins d'énergie et de confiance en eux. C'est cet état de réalité altérée qui incite tant de personnes à tenter l'expérience. On estime à 25 millions dans le monde le nombre d'individus qui ont consommé de la méthamphétamine au moins une fois au cours de l'année écoulée. Et le phénomène touche y compris des personnes qui ne semblaient pas spécialement exposées. Janelle Hornickel a grandi dans une ferme du Middle West. Elle n'avait aucun antécédent en matière de stupéfiants. C'est lors d'une soirée qu'elle a pris de la méthamphétamine, une drogue qu'en moyenne un étudiant sur 20 a déjà testé. Elle était avec son petit ami Michael Vamsley et c'était vraisemblablement leur première fois pour tous les deux. Alors qu'ils tentent de rentrer chez eux, leur camionnette sort de la route et s'immobilise dans la neige. Ici la police, je vous écoute. On a un problème. Voici les enregistrements de leurs appels à la police. Ils sont clairement sous l'emprise de méthamphétamine, ce qui les rend difficiles à localiser. Vous êtes à quelle adresse? Dans la rue à côté de Mandalay Apartments. L'adresse exacte? Omaha, Nebraska. 68-124. Place Poppleton. Je sais pas comment sortir. Je vous envoie quelqu'un, d'accord? D'accord. Les jeunes gens pensent savoir où ils sont, mais il n'en est rien. Janelle a indiqué qu'ils se trouvaient près de leur appartement d'Omaha, alors qu'ils sont en fait à une trentaine de kilomètres de là, en pleine campagne. Comment vous êtes arrivé là? En pick-up? Non, pourquoi vous êtes arrivé là? J'en sais rien. Avec la tempête de neige qui fait rage à l'extérieur et la méthamphétamine qui fait rage dans leur tête, Janelle Hornickel et Michael Vamsley sont pris au piège. Et ce n'est que le début de leur cauchemar. Ils avaient tous les deux ingéré assez de méthamphétamine pour que ça altère leur jugement. Henry Nipper est toxicologue à l'université de Creighton, où Janelle poursuit ses études. Il ne connaît que trop les ravages que produit cette drogue. Vous pouvez étudier leur comportement et lister tous les symptômes. S'il y a ça, ça, ça et ça, ça correspond. C'est la méthamphétamine. Ce soir-là, les rafales de vent ont fait descendre la température extérieure à -10. Pour se protéger du froid, les jeunes gens ont tout intérêt à rester dans la camionnette. Le réservoir est à moitié plein, de quoi maintenir le chauffage dans le véhicule jusqu'au lever du jour, et même plus. Cela semblerait le choix le plus sensé, même pour quelqu'un ayant pris n'importe quelle drogue classique. Mais la méthamphétamine agit différemment. Elle combine l'hyperactivité provoquée par la cocaïne et les hallucinations dues au LSD. L'accélération du rythme cardiaque provoque des bouffées de chaleur. Janelle et Michael ont sans doute trop chaud et croient voir des choses qui n'existent pas. Aidez-moi. Il y a plein de Mexicains et d'Afro-Américains qui portent des tenues bizarres et qui font déplacer toutes les voitures. Je ne comprends rien à ce que vous dites. Pourquoi ils nous laissent pas partir? Il faut que je sorte de la camionnette et que je cours pour leur échapper. La drogue pousse le couple à quitter le véhicule. Ils ont quitté la camionnette où il faisait chaud, où il restait encore de l'essence et où ils étaient en sécurité, car ils ont cru voir des choses dans les champs alentours qu'ils ont interprétées comme une menace. C'est clairement de la paranoïa. La méthamphétamine leur a fait perdre le sens des réalités, leur a donné un regain d'énergie et le sentiment d'être suffisamment fort pour pouvoir affronter les éléments. Tous les ingrédients du drame sont réunis. Paradoxalement,
Cette drogue ne fait que produire les effets pour lesquels elle a été conçue. Il y a de cela près d'un siècle. La méthamphétamine est destinée à tromper le cerveau. Elle vous tient éveillé, vous coupe la faim et vous donne du cœur au ventre. Ce sont les Japonais qui ont inventé cette substance en 1919. Durant des années, elle n'a pas trouvé d'utilité jusqu'à ce que les circonstances idéales soient réunies au cours de la Seconde Guerre mondiale. Les troupes des deux camps prennent alors de la méthamphétamine pour continuer à se battre malgré le manque de sommeil et de nourriture. Les kamikazes japonais en consomment eux aussi avant de lancer leur attaque suicide. Un demi-siècle plus tard, plus de 60% des consommateurs mondiaux de méthamphétamine vivent en Asie, où cette substance est illégale. Mais dans une ville comme Bangkok, elle est devenue bien plus qu'une drogue festive. Dans une économie en plein essor, où des millions de personnes tentent tant bien que mal de gravir les échelons, cette drogue est utilisée comme stimulant. Ici, la méthamphétamine est appelée yaba et se présente sous forme de comprimés qui contiennent aussi de la caféine. Elle est très utilisée par les chauffeurs de taxi et les ouvriers du bâtiment. Ces cachets leur permettent de rester éveillés, de travailler davantage et donc de gagner plus d'argent. Cette substance est tellement ancrée dans le monde du travail que certains patrons thaïlandais n'hésitent pas à en donner à leurs employés pour maintenir la productivité. D'aucuns dénoncent cette pression qui a rendu une génération entière totalement dépendante de la méthamphétamine. Nous avons pu nous rendre sur un chantier de Bangkok où les ouvriers en consomment régulièrement. Pourquoi vous prenez du yaba? Qu'est-ce que ça vous fait? Ça me donne de l'énergie. Après, j'ai tout le temps envie de m'activer. Je tiens pas en place. Je peux travailler 2 jours et 2 nuits d'affilée sans m'arrêter. Sans ça, je me sens faible et j'arrive pas à faire quoi que ce soit. Je n'ai pas d'énergie. Alors il faut toujours que j'en prenne plus pour pouvoir continuer à travailler. Au début, le regain d'énergie créé par la méthamphétamine permet effectivement aux gens de travailler plus. Certains restent éveillés durant plusieurs jours de suite en travaillant non-stop. Mais à la longue, elle peut provoquer des comportements violents. S'attaquant au corps et au cerveau, elle rend de nombreux consommateurs paranoïaques, voire psychotiques. Il y a quelques années, la Thaïlande a été confrontée à une véritable crise due à la méthamphétamine. Le gouvernement a estimé que 3 millions de Thaïlandais en consommaient et que plusieurs centaines de milliers de personnes étaient totalement dépendantes. Le pays a connu une recrudescence d'actes de violence impliquant des gens ordinaires, devenus totalement fous à force de travail et de méthamphétamine. Ces prises d'otages diffusées à la télévision nationale n'ont fait qu'alimenter la crise. Crise que le gouvernement a réprimée sans ménagement. En 2003, il a déclaré la guerre à cette drogue et à ses utilisateurs. En 3 mois, plus de 2000 personnes soupçonnées d'être des dealers ou consommateurs de yaba ont été abattues, soit 25 par jour. Beaucoup ont accusé le gouvernement de se livrer à des exécutions sommaires et aucun membre de la police n'a jamais été jugé pour ces faits. Le prix du yaba a augmenté et les utilisateurs sont entrés dans la clandestinité. Mais ils sont toujours là. Malgré les risques encourus, le peintre en bâtiment que nous avons rencontré continue à fumer du yaba au travail. Si la police me coince, je suis sûr d'aller en prison. Je dois bouger constamment, je ne peux pas rentrer chez moi. En Thaïlande, les consommateurs de méthamphétamine risquent leur vie et nous n'avons pu les filmer que dans le plus grand secret. Ici, yaba est synonyme de danger, même dans la rue qui est pourtant le lieu de tous les trafics. Dans le quartier rouge de Bangkok, le yaba contribue à doper le marché du sexe. La plupart des prostituées qui sont ici viennent de la campagne. Elles disent utiliser le yaba pour travailler plus et ainsi envoyer davantage d'argent chez elles.
D'abord, on casse le cachet en plusieurs petits morceaux. Comme ça. Ces jeunes femmes craignent elles aussi pour leur vie et ont demandé à garder l'anonymat. À 17 ans à peine, elles sont déjà passées maîtres dans l'art de fumer du yaba. On met les petits morceaux là-dedans pour les faire fondre. On allume le briquet et on réduit la flamme pour pas que la feuille brûle. Sans yaba, j'ai faim et je suis fatiguée. Mais dès que j'en ai pris, la faim disparaît et je suis en pleine forme. Je me sens détendue et plus inquiète du tout. C'est agréable comme sensation. Le yaba aide ceux qui en consomment à tenir, mais il s'agit d'un pacte avec le diable. L'argent qui allait auparavant à leur famille sert désormais à acheter la drogue. Avant, j'avais beaucoup d'argent. Maintenant, je suis fauchée parce que je dépense tout en cachet. La dépendance à toutes les formes de méthamphétamine passe par une augmentation des doses. Le cercle infernal fonctionne de la façon suivante. Une fois dans le sang, la méthamphétamine arrive dans le cerveau jusqu'au noyau accumbens, le maillon principal du circuit de la récompense. C'est ici qu'est sécrétée la dopamine, un neurotransmetteur qui est la clé du plaisir. La dopamine est une molécule naturelle qui suscite le bien-être. Plus de dopamine signifie donc plus de plaisir. C'est l'une des façons dont le cerveau récompense les comportements qui nous aident à survivre. La nourriture et le sexe sont deux des plaisirs naturels les plus forts. Chez la souris, il déclenche la production d'environ 150 unités de dopamine. Mais en trompant le cerveau, la drogue l'incite à aller beaucoup plus loin. La méthamphétamine pénètre dans les neurones et leur fait produire plus de dopamine. Une seule dose de méthamphétamine peut déclencher la sécrétion de plus de 1200 unités de dopamine, soit un effet 3,5 fois plus intense que celui de la cocaïne et environ 6 fois plus fort que ce que le corps peut produire seul. Ces effets durent également beaucoup plus longtemps que toutes les autres drogues, jusqu'à 12 heures. Mais plus vertigineuse est la montée, plus dure est la descente. Aux États-Unis, des chercheurs étudient l'incidence de la méthamphétamine sur le cerveau. Ils sont engagés dans une course contre la montre pour comprendre ses effets à long terme et trouver des moyens de combattre la dépendance. Ces scientifiques utilisent des souris droguées à la méthamphétamine. Ils apprennent notamment aux rongeurs à appuyer sur un interrupteur pour obtenir une dose de drogue. Et les animaux apprennent vite à obtenir cette récompense. Elle a appris qu'en appuyant sur cet interrupteur, elle allait avoir une dose de méthamphétamine. Puis, on supprime la drogue. Le professeur Greg Mark nous explique ce qui se passe alors. On a coupé la pompe qui distribuait la méthamphétamine, alors la souris n'y a plus accès. Mais dès qu'elle se retrouve dans une situation stressante, elle retourne à l'interrupteur et cherche la drogue, même s'il n'y en a plus. Regardez. Elle y retourne. Même lorsqu'ils ont leur dose de méthamphétamine, les drogués peuvent se sentir aussi prisonniers que cette souris en cage. Ils continuent à rechercher les effets euphoriques de la première prise, mais ceux-ci sont de plus en plus difficiles à obtenir. À la longue, les utilisateurs en arrivent à ne plus ressentir aucun plaisir, avec ou sans drogue, car leur cerveau fait barrage. Des études ont révélé que la méthamphétamine endommageait certaines fonctions cérébrales, parfois de façon irrémédiable. Afin de combattre cette drogue qui lui fait sécréter autant de dopamine, le cerveau déconnecte les neurones en sur-régime. Les utilisateurs de méthamphétamine passent donc d'un état de trop-plein à un état de manque. Pour tenter de retrouver ce plaisir, ils se mettent à consommer quotidiennement de la drogue, ne reculant devant rien pour s'acheter leur dose, alors même que leur cerveau a fermé les vannes de dopamine. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu des hallucinations. Je ne dormais plus. Durant près de 20 ans, la méthamphétamine a dirigé la vie de Kobe Kempe, s'insinuant dans son cerveau et provoquant des visions cauchemardesques. Dans cet entretien filmé en prison, il raconte à Brett King qu'il avait l'impression d'avoir des insectes sous la peau.
Avec une pince à épiler, je me faisais des trous dans la peau pour attraper ces bestioles. Et chaque fois, j'avais l'impression qu'elles s'enfonçaient encore plus profond dans ma chair. Un jour, mon père s'est mis à pleurer et je lui ai dit « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a ?» Il a compris que j'étais en plein délire. Je prenais de la meth depuis tellement longtemps que j'avais des hallucinations. Je voyais des bestioles qui n'existaient pas et je m'en rendais même pas compte. Kobe Kempi n'est pas encore totalement débarrassé de la tentation de replonger. Les souvenirs de son ancienne vie sont partout. J'ai arrêté depuis plus d'1 an, mais il ne se passe pas un jour sans que je repense à la drogue. Ces souvenirs peuvent surgir n'importe où, même dans les endroits les plus anodins. La dernière fois que j'en ai pris, c'était ici. C'est le dernier endroit où je me suis shooté. Durant des années, cette maison tenue par un ami de Kobe a abrité des toxicomanes. J'étais dans cette salle de bain avec une aiguille dans le bras. J'ai une cicatrice qui ne partira jamais. C'est pour les milliers de fois où je me suis piqué. Le voisinage porte lui aussi les cicatrices de ce passé. Des objets en provenance de la maison désormais vide jonchent le jardin. Quant à la rue, elle est maculée de taches d'huile laissées par les innombrables véhicules de consommateurs. Ça défilait 24 heures sur 24. Et ce n'est qu'une parmi d'autres. Ouais. Il y a beaucoup d'autres maisons comme ça. Ce n'est qu'un petit quartier d'une petite ville. La méthamphétamine est facile à trouver. Pour s'en procurer, pas besoin d'aller bien loin. Ce que beaucoup considèrent comme la drogue la plus dangereuse du monde peut être fabriqué chez soi, à partir de médicaments contre le rhume. La méthamphétamine circule dans la rue depuis les années 50, mais en quantité limitée. L'éphédrine, l'ingrédient de base de sa fabrication, était un obscur produit chimique utilisé dans la fabrication d'aliments pour le bétail. Ce sont les motards de l'ouest des États-Unis qui ont commencé à l'utiliser pour fabriquer de la méthamphétamine. C'est par la suite qu'est intervenue la véritable révolution. Dans les années 80, les médicaments pour le rhume contenant de l'éphédrine et de la pseudo-éphédrine se sont généralisés. Ces produits qui empêchent le nez de couler et donnent un coup de fouet ont alors envahi les rayons des pharmacies. Et très vite, les dealers ont trouvé comment transformer ces médicaments en drogue. Dans les petites villes d'Amérique du Nord, la police a ainsi vu fleurir un nouveau fléau, les laboratoires clandestins de méthamphétamine. À la fin des années 90, ils s'en fabriquent partout, dans les chambres de motel, dans les garages, chez les particuliers. En 2 ans, plus de 35 000 de ces laboratoires ont été démantelés aux États-Unis. On va prendre des cachets de 30 mg. Le lieutenant Jason Gates du bureau du shérif du comté de Multnomah a participé à ces démantèlements. On enlève les cachets de leur emballage. C'est ainsi qu'il est devenu un vrai spécialiste de la méthamphétamine. Il a accepté de nous montrer à quel point il est facile d'en fabriquer, tout en oubliant certaines étapes cruciales afin d'empêcher quiconque de tenter d'en faire chez soi. Le but de la manœuvre est d'extraire la pseudo-éphédrine de ces comprimés pour le rhume. Pour ce faire, les substances utilisées sont simples et dangereuses. De l'alcool méthylique, qu'on trouve dans les additifs pour carburant, de l'éther contenu dans les aérosols et du lithium récupéré dans des piles. C'est pour cette raison que la méthamphétamine s'est répandue aussi rapidement. Tous ces composants sont licites, bon marché et faciles à trouver. Si vous savez faire des cookies, vous savez faire de la meth. Ceux qui la fabriquent ne sont pas chimistes. Ils se contentent de mélanger à l'aveuglette les produits comme ils mélangeraient du lait et des œufs. La préparation est terminée. La pseudo-éphédrine a été extraite des comprimés. La pseudo-éphédrine est prête. C'est maintenant que commence la vraie recette. Si elle est facile à fabriquer, la méthamphétamine peut néanmoins vous exploser au visage. Ces dernières années, les hôpitaux ont vu une augmentation inquiétante du nombre de victimes brûlées par des fumées ou des explosions de laboratoires clandestins.
À la différence de nombreux fabricants de méthamphétamine, Jason Gates et son équipe prennent toutes les précautions. Notre cadreur doit se tenir derrière la ligne jaune en raison du danger. Le cocktail bouillonne en émettant des vapeurs toxiques. L'acide chlorhydrique gazeux qui se dégage du mélange peut brûler la peau, les yeux et les poumons. On ajoute ensuite de l'ammoniac anhydre, un engrais chimique utilisé par les agriculteurs qui constitue le catalyseur essentiel. Des manipulations aussi dangereuses que le produit final. On voit que la méthamphétamine est dissoute dans la couche d'éther. Il va falloir la remettre sous une forme qui soit utilisable. C'est comme ça qu'on obtient la méthamphétamine. À l'intérieur du flacon, la pseudoéphédrine s'est transformée en une nouvelle molécule très proche de la dopamine naturellement produite par le cerveau. C'est cette ressemblance qui donne toute sa puissance à la drogue. On voit la méthamphétamine flotter dans la solution. Maintenant, on va filtrer l'éther pour pouvoir la récupérer. Grâce à des produits achetés dans le commerce, notre équipe a réussi à fabriquer de la méthamphétamine en moins d'1 heure. C'est une quantité assez importante. Ça représente la consommation d'un toxicomane pour une semaine ou plus. Juste ça? Oui, juste cette petite quantité. Il y en a pour combien là? Pour environ $300. Rien que pour ces quelques grammes. Étant donné sa facilité de fabrication, l'expansion de cette drogue semble quasi impossible à enrayer. C'est à une fête que j'en ai pris pour la première fois. Cette campagne publique a été faite pour alerter les jeunes sur les dangers de la méthamphétamine. C'est devenu ma vie. Les images les plus percutantes ont été réalisées par le Montana Meth Project. Elles visent à montrer le côté sordide de ces drogues. Je veux pas devenir comme lui. Je veux pas devenir comme lui. L'ONU appelle à une régulation internationale de la production d'éphédrine en Chine, en Inde et en Allemagne. Aux États-Unis, le gouvernement américain a limité les ventes de médicaments pour le rhume. Dans certaines villes, il faut même une ordonnance pour acheter des comprimés à base d'éphédrine. Tout cela à cause de la méthamphétamine. Ces mesures ont fonctionné jusqu'à un certain point. Le nombre de laboratoires clandestins a chuté de 30% aux États-Unis. Mais un phénomène nouveau est apparu. La production artisanale a baissé, mais pas la quantité de méthamphétamine sur le marché. Elle continue à inonder les rues en provenance d'un autre pays. Le Mexique. Lorsque les petits laboratoires clandestins ont été démantelés, les fournisseurs mexicains ont en effet pris le relais. Ils approvisionnent désormais les États-Unis via des circuits déjà utilisés par les cartels de la cocaïne. Les autorités concentrent donc désormais davantage de moyens pour le contrôle de la méthamphétamine mexicaine. À l'est de Portland, des équipes spéciales suivent les dealers en espérant mettre fin au trafic qui sévit dans la ville. Ok, on y va. Là, on est en train de suivre des suspects qui doivent nous mener à l'endroit où se trouve la drogue. Notre informateur suit aussi leur véhicule. Sean Christian enquête pour le bureau du shérif du comté de Multnomah. Ouais, je les suis. Dans un véhicule banalisé, il s'apprête à assister à une transaction. Elle s'est arrêtée et elle discute avec les deux dealers. Sean va bientôt reprendre l'uniforme. Il a accepté d'être filmé à visage découvert lors de cet incessant jeu du chat et de la souris, entre ceux qui cherchent leur dose et ceux qui cherchent à les arrêter. Maintenant, la fille monte dans la camionnette. Je comprends pas, on dirait que c'est elle qui mène la danse. Sean et son collègue repèrent alors une voiture suspecte. Les types nous dévisagent. Ils nous lâchent pas les yeux. Un policier en uniforme est là pour forcer le véhicule suspect à se ranger et pour le faire inspecter par un chien renifleur de drogue.
Les 2 hommes sont mexicains, tout comme leur chargement. Le chien a senti quelque chose. Alors? C'est de l'ice, de la méthamphétamine. Il doit y en avoir 150 grammes. Ce qui représente environ 4 000 $ au prix du marché. Ce genre de situation est assez courant à Portland. C'est de la meth mexicaine. Elle n'est pas fabriquée ici, elle a traversé la frontière. Ces hommes sont des passeurs professionnels, moins susceptibles de se faire prendre que les toxicomanes. En général, ils ne touchent pas à la drogue. Ils se contentent de la vendre. Ce ne sont pas des consommateurs. S'il y a également un peu de cocaïne dans la voiture, il y a surtout d'autres sachets de méthamphétamine. Ça varie en fonction des utilisateurs. Mais souvent, une toute petite quantité suffit et les effets peuvent durer entre 6 et 12 heures. C'est pour ça que cette drogue a autant de succès. La cocaïne n'agit que pendant une demi-heure ou 1 heure, alors que ça, c'est très fort et ça dure beaucoup plus longtemps. Le marché de la cocaïne existe toujours, mais la meth l'a largement détrôné. Bon marché, agissant longtemps et facile à trouver, la méthamphétamine est devenue dans certains cercles la nouvelle drogue à la mode. Il y a 10 ans, Janelle et Michael auraient peut-être pris de la cocaïne, mais ce soir-là, ils ont préféré goûter à la méthamphétamine. Ils sont désormais prisonniers de ces effets et leur survie dépendra en grande partie de la vitesse à laquelle ces effets vont se dissiper. La drogue prise par le jeune couple n'est pas de fabrication artisanale. Ils ont consommé du crystal meth, une variante produite à grande échelle dans un laboratoire mexicain. Cette substance est généralement plus pure, plus puissante et également plus dangereuse. Deux heures ont passé depuis que le couple a appelé la police pour la première fois. Ils ont parcouru à pied plus d'1 kilomètre dans le blizzard, sans savoir où ils allaient ni où ils se trouvaient. En arrivant dans une carrière, ils se sont abrités dans une baraque en tôle. On est tout près de la 72e rue. Mike, ce n'est pas possible. Le dialogue continue. On a téléphoné au bureau du shérif, on a téléphoné à Omaha et personne n'arrive à vous localiser. Si le couple avait pris n'importe quelle autre drogue, ses effets seraient en train de se dissiper. Mais les effets du crystal meth peuvent durer jusqu'à 12 heures. Ils ont vu de la lumière dans la baraque et ils ont cru apercevoir des gens dedans ou à proximité. Donc j'aurais dit c'est super. Il y a des gens dans la baraque? Oui. Criez et voyez s'ils vous entendent. Vous m'entendez? S'il vous plaît, répondez. Vous pouvez nous aider? Il essayait vraiment de s'en sortir. Mais la drogue l'en a empêché. En fait, il n'y avait personne là-bas. Est-ce qu'ils vous répondent? Non. Je crois qu'ils ne parlent pas anglais et je parle aucune langue étrangère. Pour tenter d'avoir plus d'informations, la police appelle la mère de Janelle Hornickel. Je ne savais pas où ils étaient. Elle m'a demandé s'ils se droguaient. J'ai répondu que non, pas du tout. Je n'ai pas hésité une seconde. Non, je savais qu'ils ne se droguaient pas. Plus le temps passe, plus les chances de survie du couple s'amenuisent. La méthamphétamine continue à faire effet et ils ne parviennent pas à trouver de l'aide. Je ne sais pas. Je me sens pas en sécurité. Je veux pas que ma copine... Très bien. L'appel suivant est passé à 4h20 du matin. Ici Michael Wansley. J'ai réussi à m'enfuir. À ce moment-là, on n'entend plus la voix de Janelle. Michael est seul et sa nuit d'errance va bientôt toucher à sa fin. Aidez-moi. On essaye de vous localiser. Vous étiez dans une baraque, vous l'avez quittée? Oui, mais c'est pas grave. Parce que demain est un autre jour.
tout va rentrer dans l'ordre. Où êtes-vous? On va vous envoyer de l'aide. D'accord. Ce sera le dernier appel que la police recevra. Les enquêteurs découvriront le corps du jeune homme 1 jour et demi plus tard, à 2 km de sa camionnette. Son téléphone sera retrouvé non loin de là. Quant à Janelle, il faudra 1 semaine de recherche pour découvrir son corps enfoui sous la neige. Victime d'une chute, elle n'a jamais réussi à se relever. Elle avait 20 ans. Une tragédie comme la méthamphétamine en produit tous les jours. Pour la mère de Janelle, infirmière de profession, le couple n'avait encore jamais pris de drogue. Il n'y avait rien qui indiquait qu'il se droguait. Janelle avait des beaux-cheveux, une peau magnifique. Il n'y avait aucun signe de drogue. Je les aurais vus. Parlez-moi de la méthamphétamine. Janelle et Michael font partie des 500 000 jeunes qui, selon les spécialistes, goûtent chaque année la méthamphétamine. La plupart ne connaîtront pas une fin aussi rapide, mais leur vie sera placée sous le signe de la dépendance. On devient dur quand on est accro. On est prêt à tout pour se procurer sa prochaine dose. On a honte, mais on est tellement défoncé qu'on s'en fiche. On se met la tête dans le sable. La méthamphétamine fait partie des substances qui entraînent parmi les plus grandes dépendances. Près de 92% des consommateurs rechutent après une cure de désintoxication. Après en avoir consommé durant 20 ans, Kobe Campi a réussi à décrocher. Mais chaque jour est un nouveau combat. C'est difficile de sortir du brouillard. Maintenant, je veux vivre normalement. Mais j'ai 20 ans de retard sur tout le monde. Mes amis ont une maison, un boulot, une femme, des enfants. Et moi, c'est comme si je sortais tout juste du lycée. Le plus incroyable, c'est que plus rien ne comptait. À cause de cette poudre blanche. Ça a détruit sa vie. Mais aujourd'hui, on espère que c'est fini. On espère qu'il est de retour parmi nous pour de bon et que les choses vont pouvoir aller de l'avant maintenant. Kobe a remis sa vie sur les rails. Fais comme si je te lançais du poisson. Il travaille avec son père dans l'entreprise familiale et tente de réparer les dégâts causés par la drogue. Il faut que je tire le meilleur parti de ce que j'ai aujourd'hui et que je devienne quelqu'un de bien. La seule façon de me faire pardonner et de payer mes dettes, c'est de continuer à changer et de renoncer définitivement à mon ancienne vie. Sa cure de désintoxication, son travail et sa famille lui ont permis de s'en sortir. Mais ces 20 années sont perdues à jamais. Ça fait 1 an que je suis clean. Mais j'arrive toujours pas à savoir à quel moment ça a dérapé. C'est incroyable de voir à quel point ce truc s'insinue en vous et vous entraîne sur une pente que vous ne soupçonniez même pas. Cette drogue fait entrevoir à ceux qui y goûtent des plaisirs artificiels surpuissants, puis les broie et les détruit impitoyablement. Janelle n'a pas eu la chance de pouvoir corriger son erreur. Si erreur il y a eu. Elle n'a pas eu cette chance. Mais la douleur, elle, va rester pendant longtemps. Quel gâchis. Elle avait un tel potentiel. Bien que les forces de l'ordre mènent une guerre sans merci contre fabricants et trafiquants, la méthamphétamine ne cesse d'étendre son emprise planétaire. J'ai bien peur que l'usage de cette drogue ne fasse que se répandre et empirer, ici et dans d'autres endroits. Si les gens ne sont pas prévenus de ses effets, elle risque de devenir incontrôlable. Partout où elle sévit, parmi les ouvriers de Bangkok tentant de tenir la cadence, ou parmi les jeunes Américains en quête de nouvelles sensations,
La méthamphétamine n'en finit pas de faire de nouveaux adeptes et de semer sur son passage le chaos, le crime et la mort.